Donc, bonjour à tous, on va commencer. Donc, bonjour aux personnes qui sont présentes dans la salle. Bonjour à toutes les personnes aussi qui sont en ligne. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence du pôle santé du Cyrano. En fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notamment ceux qui sont en ligne, le Cyrano est un centre de recherche qui réunit plus de 200 chercheurs et qui a pour mission de soutenir et d'éclairer la décision publique par la production et le transfert d'un savoir universitaire à haute valeur ajoutée. Cette conférence est organisée par différentes organisations et je voudrais tout de suite vous indiquer que c'est l'initiative de notre commissaire à la santé au bien-être, Joanne Castonguay, qui est ici, qui m'avait interpellée cet été et qui proposait d'organiser cette conférence. Donc, Joanne et son équipe de la commissaire à la santé au bien-être, du commissaire. Ouais, c'est ça. En tout cas, l'équipe CSBE est présente aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Donc, qui est donc un partenaire de cet événement. Le pôle Cyrano, qu'on appelle le pôle santé, de son petit nom, mais qui est en fait le pôle Cyrano sur l'efficience des services et politiques de santé, également est partenaire de cet événement. Et finalement, le centre de recherche en santé publique aussi s'est joint à nous pour organiser cet événement. Et pour ceux qui ne le savent pas, et particulièrement pour les gens en ligne et les étudiants doctoraux et stagiaires postdoctoraux, le CRESP, donc Centre de recherche en santé publique, organise une classe de maître avec notre invité demain. Il est encore temps de s'y inscrire s'il reste des places. Donc, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, Stéphane Verguet, qui est professeur agrégé de santé globale au département de santé globale et population de la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Il est membre du corps professoral du Center for Health Decision Science de Harvard, et donc je vais lui laisser la parole pour sa conférence. Merci. Donc, juste, pour les gens en Zoom aussi, vous pouvez poser des questions en ligne via le chat. On pourra relayer vos questions. Pour les gens dans la salle, vous pouvez poser vos questions à la fin. La conférence devrait durer entre 30 et 40 minutes à peu près, et on aura une période d'échange après. Ok, merci Roxane. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Merci au CSBE, l'Université de Montréal, d'organiser ce séminaire aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter une certaine approche et de considérer de manière explicite les dimensions d'équité et de protection financière pour la conception de la santé universelle et de la couverture sanitaire universelle. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, est-ce que ouais, ça marche. Super, merci. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord, ce que je voudrais, c'est resituer un petit peu ce travail dans le cadre et la perspective des objectifs des systèmes de santé. Et puis ensuite, détailler un petit peu plus ce que j'entends par développer en quelque sorte une façon de voir l'évaluation économique dans le cadre des systèmes de santé. Et en particulier, c'est le thème de cette présentation ici, c'est comment notre objectif peut-être, c'est d'inclure de manière explicite des dimensions d'équité et de protection financière, des dimensions d'équité en général, de telle sorte qu'on puisse remédier de manière efficace et de manière efficiente pour un meilleur retour sur investissement dans ces domaines-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quelques implications brièvement et aussi quelques applications. En particulier, vous verrez qu'il y a évidemment, qui est au Québec, j'imagine, très importante, la thématique du panier de soins. Comment, de manière simple, on peut réfléchir à inclure explicitement dans la conception, la définition du panier de soins ou de l'organisation du système de santé ces thématiques. Et puis aussi l'aspect des politiques intersectorielles. En particulier, je vais parler brièvement du cas des taxes sur les produits nuisibles à la santé, donc tabac, alcool, boissons sucrées, etc. Et il y a toujours des thématiques de distribution qui sont importantes. Et puis enfin, je vais finir par quelques conclusions. Donc, ce que je voulais commencer par faire, c'est resituer ça dans le cadre des objectifs de système de santé, et en particulier, en préambule, expliquer que c'est tellement moi qui suis effectivement, je suis très intéressé par cette thématique-là, et qu'en fait, ça construit sur toute une thématique de recherche sur la définition des performances des systèmes de santé.
et aussi sur quels sont les objectifs des systèmes de santé. Donc, il y a eu beaucoup de recherches académiques et aussi des organisations internationales. Et là, je cite 3 opus. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont familiers avec ces travaux. Un des premiers travaux était le rapport de la santé de 2000 de l'OMS sur la performance des systèmes de santé qui a mis en chemin la recherche sur ces thématiques-là. Le travail de collègues à Harvard, Mark Roberts et collègues, sur les réformes et les éléments à considérer dans les réformes des systèmes de santé. Et puis plus récemment, avec la contribution peut-être plus approfondie de philosophes et de gens qui s'intéressent à l'éthique, un rapport de l'OMS qui a été publié il y a 8 ans à peu près, qui est sur faire des choix justes. L'intitulé du rapport, c'est faire des choix justes en vue d'une couverture sanitaire universelle. Malgré tout, en fait, il y a quand même un consensus, je ne vais pas dire que c'est toujours la même chose, mais il y a quand même un consensus assez général sur quels sont les objectifs de système de santé. Entre guillemets, c'est plus ou moins toujours autour de ces objectifs qui sont listés ici. Bien évidemment, c'est un système de santé, donc l'objectif premier, c'est en lien avec l'objectif défini par l'OMS, c'est d'améliorer la santé de la population, mais aussi d'améliorer la distribution de la santé dans cette population. Deuxièmement, tout ce qui est la prévention des risques financiers liés à la maladie, la protection financière, comment on peut prévenir, et pas seulement pas avec l'assurance santé, mais aussi, je dirais, je reviendrai là-dessus, avec les politiques de prévention, les politiques de première ligne, comment on peut prévenir les larges coûts directs liés à la santé, qui, dans certains, peuvent être appauvrissants. Et puis, aussi, une certaine idée, et c'est quelque chose qui était peut-être plus détaillé dans le dernier rapport que je citais, comment prioriser les plus défavorisés, les plus pauvres, qui sont laissés sur le chemin. Et puis, de manière générale, même si c'est quelque chose que je n'ai pas adressé dans cette présentation et quelque chose que ma recherche s'occupe moins, qui est évidemment la réactivité du système de santé ou la satisfaction du public avec le système de santé, qui est évidemment important. Une illustration, en particulier dans le cas de la conception du panier de soins, c'est qu'on retrouve plus ou moins toujours encore plus ou moins ces dimensions, ces objectifs dont j'en ai parlé. Et donc là, ce que je présente ici, c'est simplement un petit échantillon de certains des critères de priorisation qu'on retrouve souvent dans la conception des paniers de soins dans un certain nombre de pays. Donc des choses classiques, le fléau de la maladie, évidemment l'impact budgétaire, qui est toujours quelque chose dont les ministres de santé et les ministres des Finances regardent très attentivement. Mais bien sûr, l'acceptabilité du public en fonction de certaines maladies. Vous pouvez évidemment naturellement imaginer qu'avec l'épidémie de Covid, la santé, certaines thématiques particulières sont beaucoup plus sensibles pour la population, mais aussi les questions d'équité et de protection financière. Dans certains cas, vous avez moins de critères. Dans certains autres cas, vous avez plus de critères. Et là encore, c'est souvent, pour avoir fait partie d'une commission de panier de soins, c'est souvent, ça dépend, en fait, en fin de compte, c'est le lien entre le citoyen et le gouvernement et en fonction de ce que les gouvernements veulent prioriser dans le pays, en fonction des valeurs vraiment du pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus ou moins finalement l'objet de ce séminaire, c'est que si on prend ces objectifs au pied de la lettre, entre guillemets, et quelque part finalement un certain nombre de personnes se sont affairées à prendre certains de ces critères pour réfléchir à la définition du point de ça, une des questions peut-être qui nous incombe, c'est de savoir comment on peut atteindre ces objectifs de santé de manière efficace. Et si on prend, par exemple, la façon dont on conçoit les évaluations économiques,
C'est beaucoup moins une question peut-être de coût-efficacité. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec ces thématiques coût-efficacité liées à des innovations très techniques, un nouveau médicament, avec un Health Technology Assessment Agency qui va regarder les coûts et les bénéfices, qui souvent est lié à une certaine maladie, mais davantage avoir une focale sur le système de santé et de réfléchir sur l'organisation, sur des thématiques importantes. J'en cite deux ici et je reviendrai là-dessus, le panier de soins et les politiques intersectorielles, et de démultiplier un petit peu, en fonction de ce qu'on vient de voir, les objectifs et le genre de choses qu'on mesure, au-delà d'un simple agrégat de coûts et un agrégat de bénéfices. Et évidemment, je reviendrai sur la fin de ma présentation là-dessus, ces dimensions, ces distributions, cette équité sont des données majeures dans le monde dans lequel on vit, à toutes les échelles de tous les pays où les inégalités sont grandissantes et sont remises en question. Il venait d'avoir une élection au Québec, mais dans beaucoup de pays, on le voit au cours des élections, les questions, les thématiques d'inégalité sont très importantes. Donc c'est aussi une opportunité pour la santé de parler à ce discours-là. Donc voilà pour je dirais pour le préambule de ce que je veux présenter aujourd'hui. Et vraiment, mon point de vue ici, c'est que, et ce que je vais maintenant ébaucher un petit peu, c'est comment finalement, si mon objectif en tant que ministre de la Santé, c'est maximiser le retour sur l'équité, la protection financière et l'équité en santé par dollar investi ou par investissement, comment on peut réfléchir à ces choses-là. Donc, pour faire simple, mais évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, quelque part, les deux questions de politique de santé qu'on a, alors évidemment elles sont intimement liées, mais ça peut être, et vous voyez comment, enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est de découpler en fonction des objectifs de santé, des systèmes de santé que vous aviez vus au début. C'est comment réduire les inégalités en santé, ok? Donc, on va dire global ou par quintile, je vais revenir là-dessus. Et puis aussi, comment réduire les risques financiers liés aux maladies. Et encore une fois, l'idée ici, c'est de le faire de manière efficace et de réfléchir finalement, c'est si le ministre des Finances me donne un certain budget limité, lui dire que bon, ben, voilà le nombre de vies dans certains quintiles qui sont améliorées par rapport à d'autres, et aussi comment finalement, on va dire, l'impact financier ou le bien-être financier des ménages est amélioré avec une meilleure prise en compte de la santé et au-delà simplement des frais forcément de soins de santé. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de développer des outils qui vont pouvoir ensuite considérer une politique, par exemple un panier de soins, avec 150 services délivrés, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, une politique de taxes sur les produits nuisibles, une politique de pistes cyclables, comme il y en a de très bonnes à Montréal, par exemple. Comment, en fait, pour un investissement, on peut avoir ensuite, on va essayer de quantifier la distribution par quintile, par différentes populations. On peut aussi le faire de manière géographique. Il est évident qu'il y a corrélation entre emplacement géographique et niveau de vie. Et aussi réfléchir comment finalement, que ce soit non seulement avec une assurance santé, mais aussi des façons, des interventions qui sont préventives, des soins premiers, la première ligne, comment par investissement on peut réduire le fléau financier pour les ménages. Donc voilà plus ou moins quelque part l'idée de ce qu'on veut faire. Donc maintenant revenons avec les
deux objectifs, entre guillemets. Encore une fois, il est évident que les dépenses liées à la santé sont liées aux maladies. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de dépenses liées à la santé. Et donc, les deux sont intimement liés. Mais juste pour simplifier l'exposé ici, ce que je vais faire, c'est regarder les deux objectifs, entre guillemets. Donc, le premier objectif serait, par exemple, d'égaliser, ça c'est un grand mot évidemment, ou en tout cas de minimiser les inégalités en santé ou les conséquences liées à la santé. Et donc, simplement ici, ce graphique, j'aurais pu mettre d'ailleurs, pas exactement, ça aurait été plus de l'autre côté, mais la distribution des revenus. Okay. Et donc, de la même façon qu'on peut regarder la distribution des revenus dans une population, on peut regarder la distribution de la santé, indépendamment des quintiles, dans la population. Et donc là, c'est simplement un petit graphique qui montre une distribution d'âge de la mortalité ici, okay, par âge, okay, de 0 à 100 ans, avec le mode qui est ici. Et l'idée est de la même façon qu'il y a beaucoup de discussions sur la réduction des inégalités avec les index de Gini, etc., sur les revenus. On peut réfléchir comment, peut-être notre objectif, c'est de réduire les inégalités en niveau de santé dans la population. Et un exemple, bien sûr, il n'y a pas de qualité de vie ici, il y a simplement la mortalité, il n'y a pas de morbidité. Ça pourrait être finalement de réduire cet intervalle ici. Plus la distribution est fine, plus les gens, entre guillemets, dans ce graphique, auraient, je ne sais pas si ce serait un monde vivable, mais auraient le même âge de mortalité quelque part. Ça peut être un critère d'égalité. Et de ce point de vue, après vous aurez un graphique avec des quintiles, qui est évidemment un grand intérêt. De ce point de vue, peut-être l'idée, c'est de savoir, pour revenir dans une thématique d'efficience et d'investissement en santé, c'est pour chaque dollar canadien investi ici, comment je progresse à réduire cet intervalle ici. Et quelque part, de la même façon que certains font du coût efficacité, ils regardent des QALYs par dollar canadien, de la même façon, je peux regarder comment je peux réduire ce gap si c'est mon objectif. Si encore la nouvelle législature décide que c'est l'objectif, et de savoir comment je le fais à coût réduit avec un retour maximum. Évidemment, lié à ça, et c'est souvent finalement d'un point de vue politique la chose qui intéresse le plus, c'est de regarder la même chose du point de vue des quintiles. Maintenant, j'aime beaucoup démarrer par ce graphe parce que vous voyez exactement la même façon de penser que vous avez en économie les inégalités. C'est simplement une façon de transposer les inégalités de revenus avec différents quintiles, etc., en égalité en santé. Façon simple et simplifiée ici, bien évidemment. De manière pratique, évidemment, ce qui est d'intérêt et ce qui attire souvent la personne qui prend des décisions, c'est de savoir le côté redistributif, en particulier la désagrégation de l'impact vis-à-vis de certains quintiles. Okay. Donc, encore, de la même façon, peut-être ce qui nous intéresse, c'est si on regarde l'équité en santé, okay, de savoir comment on peut évaluer, encore une fois, pour une certaine politique publique, pour une certaine politique de santé, comment on peut avoir un impact sur les inégalités en santé. Donc là, petit graphique illustratif également. Si on a une distribution de la perte de santé, etc., ou de la maladie, entre guillemets, par quintile, du plus pauvre quintile, okay, sur la gauche, le quintile 1, le quintile 5. On peut voir comment, avant, on a une situation comme celle-ci, donc très inégalitaire. Et encore une fois, l'idée avec un certain gradient. Et donc, peut-être une chose qui nous intéresse, c'est de savoir comment, pour certaines politiques, on peut aplanir ce gradient. Okay. Et entre guillemets, quelque part, c'est pour le mettre dans une thématique d'efficience, quel est, entre guillemets, le degré de gradient par investissement que l'on permet d'avoir. On pourrait très bien avoir l'espérance de vie, et j'imagine qu'avec les données provinciales au Québec, vous pouvez avoir ce genre d'estimation.
de regarder l'espérance de vie par quintile ou par décile et regarder comment, en fait, ce gradient peut être aplani en fonction de certaines politiques de santé. Et l'idée encore, c'est que peut-être, et il y a plein d'outils mathématiques pour faire ça, mais peut-être qu'on peut classer certaines politiques de santé en fonction du retour, entre guillemets, d'aplanir le gradient, ou l'angle, si vous voulez, du gradient par investissement, etc. Okay, et ça peut être un critère de sélection et de classement. Donc ça, c'est l'idée numéro 1. L'idée numéro 2, qui est finalement, pour ceux qui sont familiers avec le coût-efficacité, c'est de faire du coût-efficacité, mais plutôt que d'avoir l'efficacité en santé, avoir l'efficacité sur la valeur assurantielle, okay, la prime de risque, c'est comment on peut finalement acheter, entre guillemets, ou acquérir de la protection financière de manière efficiente. Donc, même idée, et rien ne m'empêche de faire ça. Si je prends, on va dire, un certain nombre de politiques, okay, A à G ici, qui me coûtent un certain investissement, okay, en dollars canadiens, je peux regarder le retour par, je ne sais pas, millions de dollars canadiens investis, okay, le retour sur la valeur assurantielle, de telle sorte qu'ensuite je peux éventuellement, évidemment, je ne prendrai jamais une décision simplement sur ce critère-là, mais ça peut être un critère pour lequel on peut regarder quel est le meilleur retour sur investissement avec comme fonction ici la valeur assurantielle. Et donc ici, le graphique me dirait qu'il faudrait que je prenne la politique, si c'est mon seul critère, cette politique A, qui en fait aurait la meilleure valeur assurantielle par dollar investi. Et ça peut être une façon aussi de réfléchir comment on peut réallouer les ressources de manière équitable. Je vais faire juste un petit arrêt ici et je vais revenir sur la diapo suivante là-dessus. Et évidemment, c'est ce que fait l'assurance santé. Évidemment, les primes de risque, les risk premiums, la valeur assurantielle, tout ce qui est le pooling de risque et tout, etc. Quelque part, ça revient à l'idée de conceptualiser, de définir un système assurantiel. Mais je pense qu'on oublie très souvent que rien ne m'empêche de réfléchir de la même façon sur des interventions préventives. Et on a tendance à faire beaucoup la protection financière sur du curatif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien avoir le même genre de réflexion et de regarder si j'investis sur des vaccins, par exemple. Je crois que c'est plus à démontrer avec l'épidémie de Covid qu'on a eue, mais il peut y avoir un retour avec peut-être un faible investissement, un retour sur la valeur assurance qui peut être gigantesque. Mais il peut y avoir la même chose sur les préventions. Je mentionnais les pistes cyclables, les gens font de l'exercice. En plus, les pistes cyclables sont bien démarquées des routes, donc il y a moins d'accidents, etc., etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une façon de repositionner, je dirais, le préventif dans le dialogue de l'assurance. C'est un petit aparté, mais auquel je tiens pas mal et je vois que Joanne a déjà une question. Définir la valeur assurantielle pour des gens qui sont dans un système où il n'y a pas vraiment d'assurance. C'est-à-dire qu'ici, on débourse, qu'est-ce que ça a coûté? On débourse selon le budget historique, donc on n'a pas d'assurance. Alors, si tu dois définir la valeur assurantielle, qu'est-ce que ça ferait comme... Comment tu peux le définir de façon plus simple? Très bonne question. Donc, pour ceux qui sont en ligne, je vais répéter brièvement la question de Joanne, qui était de comment définir de manière simple la valeur assurantielle. Et c'est très bien, c'est une excellente question, puisqu'en fait, la diapo suivante, en partie va à cette question. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vais répondre à la question en même temps que je vais parler de la diapo suivante. Eh bien, en fait, plusieurs choses. Je dirais que ce qui va être derrière, c'est comme finalement, quand on calcule des primes de risque, c'est que finalement, il y a la probabilité de l'événement, et puis en fonction ensuite des dépenses qui vont y aller. Et là, encore une fois, j'ai envie d'insister sur quelque chose d'un petit peu plus large. C'est-à-dire que beaucoup de choses, donc les considérations analytiques, entre guillemets, de la question, de manière générale, on focalise
souvent sur le curatif, le coût des médicaments, les complémentaires, etc. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Simplement, si je suis malade, hein, bon, il va y avoir ce que je vais payer à l'hôpital, à la clinique, etc., au médecin, éventuellement, s'il n'y a pas une couverture qui paye pour ça. Mais il y a aussi, par exemple, où j'habite. Okay, donc, l'organisation du système de santé, le système de référentiel, les coûts de transport, etc. Et aussi, de manière plus générale, quels sont les coûts indirects, par exemple les coûts liés à la productivité, liés aux pertes de salaire, qui peuvent être des choses absolument importantes si on considère des conditions, par exemple, comme la santé mentale ou comme, par exemple, les maladies liées au grand âge, la dépendance, où non seulement, en fait, il y a les individus eux-mêmes qui sont affectés, mais aussi la famille aux entourages. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on néglige assez souvent, parce qu'on focalise souvent, bien sûr, c'est important, sur quelle est la schématique de remboursement liée aux soins, etc. Mais il y a une opportunité ici pour montrer comment investir en santé, encore une fois, peut-être plus en focalisant sur le préventif, permet aussi d'empêcher tout un tas de conséquences liées financières à la santé. Et donc, entre guillemets, on va dire, pour répondre à la question, que la valeur du risque, de la prime de risque, peut-être est un peu plus étendue. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est encore une fois, je pense que c'est vraiment une opportunité, je reviendrai sur la fin, c'est une opportunité pour réfléchir comment investir en santé a des ramifications assez importantes sur la société en général. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une partie de la réponse à la question de Joanne. Et bien sûr, une façon, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure, mais une façon de réfléchir à ces choses-là, c'est aussi de réfléchir de la même façon qu'on peut réfléchir. Le graphique n'est pas forcément, il y a quelques couleurs, mais ce n'est pas très grave. On peut réfléchir de la même façon qu'il y a un fléau lié à la santé, à la maladie. On peut réfléchir au fléau financier lié à la maladie et, entre guillemets, finalement, réfléchir à quelle est la taille des problèmes financiers, que ce soit pour le gouvernement ou pour les ménages, qui est évidemment la focale que je prends dans cette présentation. Et de ce point de vue-là, hein, réfléchir comment, de manière efficiente, on peut réduire par investissement ce fléau financier. Et donc, l'idée, c'est en quelque sorte, avant que je vais sur quelques applications, c'est en gros finalement la chose suivante, c'est ce qui peut nous intéresser, c'est d'avoir une évaluation qui exhibe les distributions en santé ou les conséquences santé et les conséquences financières par investissement. Donc, ce schéma ici est très simple, il répète simplement ce que j'ai dit juste avant, qui est que peut-être en visu des objectifs des systèmes de santé qu'on avait mentionnés en introduction, ce qui m'intéresse peut-être, c'est de regarder une certaine politique de santé publique et regarder le retour sur investissement sur les gains en santé. Après, on peut définir morbidité, mortalité, etc. Il y a plein d'indicateurs. Mais aussi, finalement, prendre une perspective de ménage et de voir comment on peut concourir au bien-être financier des ménages. Et évidemment, lié à ça, il y a cette idée de valeur assurantielle et de protection financière. Et bien sûr, comme je l'ai répété, avoir ces analyses désagrégées par différents quintiles, okay, pour pouvoir vraiment décrire pour le décisionneur là où sont les bénéfices pour certaines couches de la société. Donc maintenant, quelques exemples brefs, et je peux répondre en plus de détails aux questions et aussi vous montrer quelques ressources supplémentaires. La question du panier de soins et la question des politiques intersectorielles. Enfin, brièvement, les politiques intersectorielles. J'irai déjà le point de départ, plus ou moins, parce que finalement, le point de départ de l'analyse, on va dire entre guillemets quantitative, finalement, c'est plus ou moins un tableau de bord. Enfin, c'est exactement un tableau de bord, et avec des distributions en santé et en finance. De manière très simple, avant même de faire des décisions, finalement, notre travail d'analyste, c'est peut-être que d'ailleurs mon travail d'analyste, c'est de m'arrêter au tableau de bord. Et ce n'est pas tellement de faire l'agrégation. Peut-être que l'agrégation du tableau de bord, c'est peut-être celui qui prend la décision à une autre personne. C'est peut-être aussi de
de sonder la population, de savoir ce que la population veut. Maintenant, indépendamment de ça, notre point de départ finalement dans ces analyses, c'est quoi? C'est on prend une politique, avec un coût pour le secteur public qui est quand même, on peut toujours discuter des partnerships, des partenariats public-privé. Évidemment, c'est pas seulement, on va dire, cette façon de penser n'est pas seulement valable pour le secteur public, mais souvent le secteur public est le plus grand pourvoyeur de santé dans beaucoup d'endroits. Et donc, on peut regarder le coût pour le secteur public et après, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on regarde les coûts, les bénéfices en santé, c'est un indicateur, les bénéfices en protection financière, et puis après la distribution par les quintiles. Et quelque part, et bien sûr, on peut agréger ce tableau de bord, on peut donner plus de poids au quintile numéro 1 qu'au quintile numéro 5, etc. etc. Peut-être les Québécois ont une certaine façon de voir l'aversion aux inégalités qu'on peut sonder et ensuite appliquer ici. Et puis évidemment, il y a aussi le fait comment on évalue la protection financière vis-à-vis de la santé. Ce sont des choses différentes, mais elles sont liées, mais elles sont différentes. Tout un tas d'analyses peuvent être faites. Mais en fin de compte, finalement, peut-être une des questions pour simplifier, c'est à partir de là, c'est une façon explicite de mettre en place les résultats dans le quintile numéro 1, qui est souvent le quintile qui nous intéresse, et de voir finalement, de comparer les différentes politiques et de voir quel est le retour sur investissement sur ces différentes dimensions pour le quintile numéro 1. Okay? Donc ça, c'est notre point de départ. De manière un petit peu plus descriptive, je prends un exemple simple pour matérialiser ça. Ce qu'on peut faire, donc ça c'est une étude qu'on avait faite sur toute une série de vaccins. Le détail des vaccins n'est pas important pour l'illustration de ce point, mais en gros, vous avez différents vaccins, rougeole, hépatite, etc., etc. Et l'idée ici, c'est qu'on peut, pour faire simple, mais après vous voyez où j'arrive avec le panier de soins, c'est prendre 10 vaccins, c'est le cas ici, et d'ailleurs, quelque part, on a eu, pas exactement ça, mais la même conversation avec le Covid. Est-ce qu'on arrête l'économie, est-ce qu'on n'arrête pas l'économie, etc. Enfin bref. Et donc, ce qu'on peut regarder, c'est regarder les vaccins, regarder la distribution des gains en santé, c'est sur la gauche, okay, et sur la droite, la distribution en protection financière. Et donc, c'est un petit peu, mais différent, ce que je montrais avec le tableau de bord avant. Ce que vous avez ici, c'est que vous avez une façon explicite de montrer les variations. Donc là, vous avez les différents quintiles, quintile numéro 1, okay, quintile numéro 5, et vous voyez que chaque vaccin performe de manière différente sur les deux dimensions, protection financière et équité en santé, en fonction de leur distribution. Et donc, à partir de là, ça peut être un élément pour pouvoir ensuite hiérarchiser ou classifier ce qu'on priorise. Peut-être qu'on veut faire tous les vaccins, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste une illustration pour montrer où c'est qu'on peut arriver. Et vous voyez, à mon avis, assez clairement comment on peut mettre ça en place pour tout un tas d'interventions. De la même façon, question du panier de soins avec un modèle d'optimisation qu'on a essayé de faire ici, avec un exemple en 2 dimensions. C'est déjà très compliqué comme ça, mais on peut évidemment le faire en plus de dimensions. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce genre de choses. Donc, j'ai pris l'exemple des vaccins, mais par exemple, regardez le panier de soins du Québec. Okay, on fait ça, ça, ça et ça. Et d'ailleurs, plutôt que d'avoir la protection financière qui est sur l'axe X ici, on peut avoir l'équité, les distributions et tout, etc. Et donc, l'idée ici, c'est que ce qui était l'analyse ici, c'était de définir un panier de soins, ce qui veut dire sélectionner des services essentiels en fonction de leur rendement, okay, sur la mortalité évitée ici et sur la protection financière mesurée ici par un indice de dépenses catastrophiques évitées. Okay, enfin, ça, c'est, on va dire, anecdotique pour le point de vue illustratif ici. Et l'idée, c'est évidemment, on a un budget limité, et de voir, en fonction de la valorisation
d'un objectif par rapport à l'autre, comment le panier de soins change. Et ce que vous avez ici, et je vais décrire un petit peu plus, ce que vous avez ici, c'est une frontière Pareto. OK. Et donc là, vous avez ici, c'est l'allocation avec tel service. Quand on maximise seulement avec notre budget limité, la mortalité évitée. OK, on est ici. Okay. Maintenant, si on maximise, alors évidemment, ça n'arrivera jamais, mais c'est illustratif, si on maximise simplement la protection financière, voilà l'allocation qu'on a ici, avec des allocations différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est assez complexe, mais en fonction de la valorisation et de l'échange quelque part, parce que c'est ça, comment on valorise la protection financière par rapport à la mortalité évitée. Et je ne dis pas que forcément qu'éthiquement, c'est quelque chose qu'on veut faire, mais comment, par exemple, un cas de dépense catastrophique est équivalent à tant de nombres, ou par exemple, un mort est équivalent, une mort évitée est équivalent à 100 cas catastrophiques évités, ou 10, ou 1000, finalement, on rejoint l'objectif ici. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans cet exemple assez simple, il y avait une trentaine d'interventions. C'est très compliqué et on voit que finalement, alors évidemment, il y a d'autres considérations, mais on voit que la constitution du panier de soins change en fonction, en fait, on va dire, du tunage que vous avez en fonction de ces objectifs ici. Ce qui est intéressant, ce qui revient à dire, par exemple, si on prend de manière plus générale ce qu'on discutait au début, c'est en fonction de certains objectifs d'équité. On peut faire la même chose avec l'équité en santé. On maximise le retour sur le gradient dont je parlais, qui aplanit la distribution en santé. Finalement, on peut avoir une différence du panier de soins qui résulte. Okay. Après, il y a d'autres critères. Et aucun décisionneur ne va faire ses décisions purement sur ces analyses optimales et mathématiques. Mais c'est assez intéressant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut, on va dire, ajouter de manière rigoureuse à la complexité ou qui peut donner un élément pour la discussion du panier de soins. Deuxième élément, qui est les taxes liées aux produits nuisibles, où on a fait pas mal d'études sur pas mal de pays différents. Et on va dire, surtout sur, mais c'est toujours plus ou moins la même chose, sur le tabac, alcool et les boissons sucrées. Et aussi un petit peu sur les produits salés, etc. Ce que vous savez, j'imagine, c'est que c'est un énorme débat politique. À chaque fois, je me souviens récemment, enfin pas récemment, quelques années en France, c'était exactement les mêmes arguments qui étaient mis en place. C'est que il y a toujours la question de la régressivité. Donc, rappelez-vous, la régressivité de manière technique, c'est en gros comment finalement certains revenus sont plus affectés d'autres proportionnellement, les pauvres plus que les riches. Donc, en gros, par exemple, les fumeurs, qui en général d'ailleurs sont plus pauvres, il y a plus de fumeurs pauvres que de fumeurs riches, mais en gros, sont plus infectés par le changement des taxes liées au tabac, parce que proportionnellement, ils sont plus impactés et aussi parce qu'ils ont beaucoup moins de revenus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on peut ajouter un peu de complexité, c'est que la plupart des évaluations, en fait, reviennent strictement avec cette définition de régressivité, qui est la définition technique que vous retrouvez, par exemple, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec le livre de Public Finance de Joe Stiglitz. C'est la définition classique de la régressivité. Maintenant, ça ne prend pas en compte finalement la totalité des conséquences, en particulier la santé, la protection financière, etc., etc. Et que finalement, on peut revisiter, et ça c'est l'illustration avec ces taxes qui sont quelque chose de très spécifique, mais il y a aussi beaucoup de choses de politique intersectorielle avec des déterminants sociaux importants qui peut être utile d'examiner d'un point de vue de la distribution.
ce qui se passe, c'est que finalement, si on regarde, on va dire, la totalité des effets, on trouve que finalement, on va dire, le message final est un petit peu plus mixte. Et donc ça, c'est quelques graphiques que je vais expliquer qui, en gros, essayent de résumer, en fait, des études liées au tabac, aux boissons sucrées et à l'alcool dans plusieurs pays. En gros, plus ou moins, ce qu'on voit, c'est que, bon, alors, déjà, les graphiques, donc là, vous avez les 5 quintiles, OK, à chaque fois, le plus pauvre, le plus riche. Et ensuite, vous avez la consommation des produits, okay, donc tabac, alcool, boissons sucrées. Ici, vous avez le changement en consommation par quintile. Ici, le changement relatif en pourcentage du revenu. Okay. Et ensuite, en dessous, ce que vous avez, c'est les gains en santé et les gains en protection financière. Donc, ce qui se passe, c'est que pour le premier cas, en général, c'est régressif. La définition de régressivité, c'est celle que j'ai énoncée juste avant, c'est celle-ci. Vous avez un clear, un gradient qui est assez clair ici. Maintenant, ce qui est intéressant, et pourquoi c'est lié à ça, c'est essentiellement lié au fait que les gens qui sont plus pauvres ont moins de revenus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, en général, si vous avez des augmentations fortes, les augmentations en fait faibles, les gens s'habituent. Mais si vous avez des augmentations fortes et que l'élasticité, le prix de l'élasticité est assez important, ce que vous pouvez avoir, c'est même quelque chose de progressif dans ce cas-là. Dans des cas extrêmes d'augmentation très forte, etc. On avait fait une analyse là-dessus. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que si vraiment on ouvre un petit peu la focale et qu'on regarde à d'autres objectifs, on voit qu'en santé, on a quelque chose qui est progressif. C'est en partie lié parce que les gens les plus pauvres ont plus de facteurs de risque et consomment un certain nombre de ces produits. Et ils sont finalement, en fait, ils répondent plus à l'augmentation des prix que les gens les plus riches. Okay, donc ça devient progressif. Et puis sur la protection financière, quelque part la même chose, qui est que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que vous avez la concomitance des gens les plus pauvres qui ont finalement plus de facteurs de risque, plus de consommation de produits nuisibles, et puis le fait qu'ils ont moins de revenus, ce qui fait que quand ils sont confrontés aux dépenses santé, y compris ce qui peuvent être liés dans un certain nombre de ces produits, diabète, cancer, etc., maladie du cœur, finalement, les bénéfices que vous voyez ici sont plus importants pour les plus pauvres. Donc, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on peut avoir une vision un petit peu plus mixte des résultats, dans ce cas, sur les taxes liées aux produits nuisibles. Oui, Olivier? Donc, la protection financière, c'est simplement la protection qui est en coût de lorsqu'on est malade. C'est la valeur de l'assurance. C'est exactement ça, en fait. C'est la prime de risque qui est calculée en lien avec la probabilité et les dépenses santé, qui peuvent être attendues aussi aux dépenses éventuellement avec s'il faut aller dans la ville pour aller chercher des soins, et aussi en fait la perte d'emploi, etc. Et vous ne vouliez pas aussi ajouter l'effet de revenu général par rapport à la dépense publique. Disons que votre taxe sur la cigarette et l'alcool génère $1 milliard par année. Ensuite, c'est $1 milliard de dépenses publiques. La dépense publique est en progressive. Même si on enlève la partie santé, on se retrouve avec un effet encore plus progressif. Tout à fait, tout à fait. Donc là, en fait, je me suis focalisé sur ça, et ce que je voulais, c'est un petit peu revisiter cet argument qui est essentiellement basé sur, on va dire, le haut de la diapositive, et qu'on ignore totalement le bas. Après, 2 éléments. Le premier, c'est qu'il y a les revenus qui sont augmentés, et les taxes, qui finalement est quelque part une image miroir de la consommation, les taxes sur les produits. Il y a aussi une distribution. Et après, il y a la question en anglais, c'est earmarking, je ne me souviens plus comment c'est en français, mais en fait, la redistribution, qui est que finalement, ce qui se peut se passer, et ça dépend des endroits, mais il y a peu de ministres des Finances qui disent que finalement, on va assigner les impôts pour telle ou telle chose, mais il peut y avoir aussi cette redistribution, qui, dans le cas des analyses qu'on a fait, on n'a pas étudié, qui est un petit peu plus complexe et qui a un côté politique beaucoup plus nourri. Je vais essayer j'ai encore quelques minutes,
Je vais maintenant aller sur quelques slides, quelques diapos de conclusion, et puis après, on aura un peu de temps pour les questions. Donc, ce que je veux faire ici, c'est résumer plus ou moins quelle peut être l'utilité de ce genre d'approche pour mettre en place des priorités en politique santé. Donc, le premier, c'est finalement, bon, c'est quelque part de manière, on va dire, pour illustrer ça de manière simplement purement quantitative ou mathématique, c'est finalement de démultiplier les objectifs et de maximiser plusieurs objectifs plutôt qu'un. Et donc l'idée, là, avec deux objectifs, protection financière et santé, c'est finalement, si on a un certain investissement à donner, c'est comment, finalement, donc le mieux, c'est ici, c'est tout vert, beaucoup de gains en santé, beaucoup de gains en protection financière, beaucoup de gains en santé, beaucoup de gains en équité, que ce soit du préventif ou du curatif. Encore une fois, le préventif, ça ne coûte pas cher et énorme retour, y compris en assurance santé ou en valeur assurantielle. Et donc, l'idée, c'est de regarder aussi cet axe au-delà de simplement l'axe en santé. Ce qu'on fait en général en santé, c'est qu'on regarde le retour sur investissement essentiellement sur la partie droite de ce graphe. Comment, pour mon $1 million canadien, j'ai un retour en santé? Donc, le plus à droite, le mieux. Alors, évidemment, ça ne va pas nous intéresser d'aller investir là-dedans, les endroits où il n'y a pas de retour en santé et en protection financière. Mais mon point de vue ici, c'est qu'on a envie de faire, évidemment, beaucoup de soins, etc., comme les cancers, les soins palliatifs, les infarctus et tout ça. C'est au fond même des fonds catastrophiques qui sont liés à l'assurance santé. Mais il y a aussi d'autres façons de réfléchir le retour à investissement sur la valeur assurantielle avec des politiques de santé publique beaucoup plus larges. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça soit la façon dont on voit le panier de soins, par exemple sur des politiques intersectuelles, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de réfléchir à cet axe, de voir comment on peut aussi avoir un retour sur investissement très important sur cette dimension, qui peut aussi être une dimension d'équité. Ici, je l'ai fait en 2 dimensions pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est simplement du descriptif, que finalement, ce qu'on fait ici, c'est d'essayer de montrer un chemin progressif de redistribution. Et donc, ici, un exemple où vous avez des morts évitées liées à une augmentation du tabac sur un papier qu'on a fait en Chine, ici, et la protection financière, ici. Et vous avez les différents quintiles, donc le quintile numéro 1, quintile numéro 2, etc., etc. Et ici, ce qu'on peut démontrer, c'est comment finalement on peut avoir une politique qui est progressive et directement montrer finalement un chemin progressif sur les politiques de santé, avec un investissement majoritairement et de manière efficiente, encore une fois, sur certaines de ces populations. Et le dernier point qui est peut-être finalement le plus important, entre guillemets, c'est le côté redistributif à travers le système de santé. Et donc, en fait, en s'intéressant, en documentant finalement le retour sur l'équité, ici j'ai pris l'équité en santé et la protection financière, ce qu'on est capable de faire, c'est de produire une comparaison des différents secteurs. Donc ça devient très intéressant pour montrer comment finalement investir en santé peut réduire ou peut de manière efficiente redistribuer les ressources dans la société et contribuer à la réduction de manière efficace des inégalités globales dans une société. Donc il y a évidemment un lien avec les inégalités de revenus, etc. Et finalement, quelque part, je sais qu'Olivier travaille là-dessus, sur un peu finalement la façon dont l'impôt est distribué, tout, etc. Et de ce point de vue-là, finalement, c'est revenir finalement au sacro-saint de la place de la santé dans la société, qui est le lien de la santé avec la protection sociale, qui sont des choses intimement liées, et au contrat social. Et donc, qui remet au centre du jeu finalement comment l'investissement en santé permet de réduire les inégalités et de contribuer, on va dire, à une société plus redistributive. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et je voulais remercier
Roxane, Joanne et Denis d'avoir permis d'organiser ce séminaire avec vous aujourd'hui. Et puis un certain nombre de collègues avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer, qui ont été vraiment instrumentales dans mon travail, et un certain nombre de fondeurs. Merci beaucoup.